J'étais à mi-chemin de la vidange de mon vieux Ford quand j'ai reçu le message qui a fracassé mon monde en deux. De la graisse sur les doigts, de la sueur dans les yeux. J'ai senti la vibration dans ma poche et j'ai sorti le téléphone d'une main, m'attendant à un message du magasin de pièces détachées ou peut-être de mon pote Logan pour la soirée poker. Au lieu de ça, j'ai vu son nom, Jenna. On ne s'était pas beaucoup parlé cette semaine. Pas depuis dimanche soir, quand elle avait claqué la porte de la chambre si fort qu'un tableau était tombé dans le couloir. Je n'avais même pas pris la peine de le ramasser. Mais ce message, ce n'était pas une branche d'olivier ni des excuses froides comme elle en envoyait parfois quand elle voulait quelque chose. C'était une balle enveloppée dans du chewing-gum rose. Je pars avec mon nouvel homme. Bonne chance pour payer le prêt immobilier. Visage souriant avec des yeux souriants. Cet emoji. Ce petit sourire jaune comme si c'était une blague. Comme si j'étais censé rire. Mes doigts se sont figés sur l'écran. Le bourdonnement des insectes estivaux autour du garage semblait s'éteindre. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre se dérouler, la tragédie de quelqu'un d'autre. Parce que sûrement, ma femme, la femme que j'ai épousée dans une église remplie de toute sa putain de famille, ne venait pas de me tester qu'elle me quittait pour un autre homme. Elle n'a même pas appelé, juste un texto. 9 ans de mariage, 3 chiens, 2 fausses couches et un prêt immobilier commun, et elle a tout terminé avec un P. D'emoji. Je n'ai pas répondu. Pas au début. Je suis resté là, appuyé contre le bord de la voiture, le filtre à huile encore à moitié dévissé dans ma main, regardant une goutte d'huile noire couler sur le sol du garage. Cette huile avait plus de chaleur que ce que je ressentais dans ma poitrine. Et puis j'ai commencé à sourire parce que je n'étais pas surpris. Pas vraiment. Voyez-vous, depuis des mois maintenant, peut-être même plus longtemps, il y avait de petits signes, des choses à peine perceptibles. Des traces de rouge à lèvres à l'intérieur du col de sa chemise, des douches prises à minuit quand elle pensait que je dormais. Ce nouvel abonnement à la salle de sport, elle ne voulait pas que je m'inscrive avec elle. Et cet intérêt soudain pour les dégustations de vin avec des filles du travail, alors que je n'en avais rencontré aucune en près d'une décennie. Chaque fois que je posais des questions, elle avait des réponses. Des réponses rapides, soignées, tranchantes, qui sonnaient si répétées que ça me donnait des frissons. Au début, je l'ai cru. Puis j'ai commencé à faire semblant de la croire. C'était il y a environ 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai observé, je ne lui ai jamais dit que j'avais installé une minuscule caméra derrière la photo encadrée dans notre cuisine, celle de nous en lune de miel à Key West. Elle n'a jamais remarqué qu'elle était un peu trop inclinée vers le haut. Je n'ai jamais mentionné que j'avais gardé l'identifiant de nos comptes joints sous un autre courriel dont elle ignorait l'existence, ni que j'avais redirigé tous les relevés papier vers mon bureau. C'est drôle comme un mariage cesse rapidement d'être un partenariat et se transforme en une guerre silencieuse. Jenna pensait être un général commandant dans l'ombre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais la carte de bataille complète. Elle a dû envoyer ce message pendant qu'elle faisait ses valises, peut-être déjà sur la route, peut-être assise à côté de lui, un type suffisant avec une barbe et un sourire éclatant, la conduisant probablement vers une vie fantastique où les factures n'avaient pas d'importance et les conséquences n'existaient pas. Elle ne savait pas que plus tôt cette semaine, j'avais déclenché un transfert complet d'actifs. L'acte de propriété de la maison légalement transféré à mon seul nom après que sa signature d'un refinancement passé dont elle ne se souvenait pas m'ait donné le droit. Le compte d'épargne liquidé, les fonds d'urgence transférés dans un fonds de haute sécurité sous le nom de jeune fille de ma mère en tant que fiduciaire. Les cartes de crédit, chacune d'entre elles qu'elle utilisait, plafonnées et annulées, remplacées par de nouvelles auxquelles j'étais le seul à avoir accès. J'ai regardé à nouveau ce message, je l'ai lu 3 fois, j'ai laissé les mots s'installer. Je pars avec mon nouvel homme. Bonne chance pour payer le prêt immobilier. Et puis j'ai fait la chose la plus honnête que j'aurais pu faire à ce moment-là. J'ai essuyé ma main sur un chiffon, j'ai ouvert le frigo du garage, j'ai ouvert une bière et j'ai répondu « Merci pour l'info ». Ce n'était pas du sarcasme. Ce n'était pas du bluff. C'était un remerciement. Pour m'avoir enfin montré son vrai visage sans le masque. Pour avoir confirmé tout ce que je soupçonnais, mais que je détestais soupçonner. Pour m'avoir donné le feu vert pour faire ce que je devais faire. Parce qu'à ce moment-là, debout dans ce garage étouffant, sirotant une bière fraîche pendant que l'amour de ma vie s'enfuyait avec un homme mystère, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais prêt. Le jeu n'était pas terminé. Non, il ne faisait que commencer. Et Jenna allait se rendre compte qu'elle n'avait pas laissé un homme derrière elle.
Elle en avait créé un. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tressailli quand je suis retourné dans la maison et que j'ai vu que le porte-manteau près de la porte n'avait plus sa veste rouge. Celle qu'elle portait toujours pour les soirées entre filles et qui, je trouvais, lui donnait un look de film. Je suis resté là à écouter le silence, le laissant ramper le long de ma colonne vertébrale comme une main froide venue de la tombe. Les chiens n'ont pas aboyé. Ils n'ont même pas semblé remarquer son absence. Notre labrador noir, rangé, était étendu sur le tapis du salon comme si rien n'avait changé. Peut-être parce que rien n'avait changé. Elle était partie bien avant de faire ses valises. J'ai traversé chaque pièce lentement. La maison avait cette immobilité, pas paisible, pas calme, vide. Elle avait pris quelques vêtements, c'était évident. Son maquillage était encore éparpillé sur le comptoir de la salle de bain comme si elle n'avait jamais prévu de s'absenter plus d'un week-end. Elle avait laissé son fer à friser branché. Son flacon de parfum renversé. Un de ses talons gisait tout seul près du placard, comme s'il avait été donné un coup de pied dans la hâte, comme si elle se fichait de ce qu'elle laissait derrière elle. Et sûrement que c'était le cas, mais pas moi. J'ai ouvert le placard et j'ai pris la boîte à chaussures que je gardais sur l'étagère du haut. À l'intérieur, il y avait toutes les choses dont j'espérais ne jamais avoir besoin. Des relevés imprimés, de vieux textos, une copie de notre contrat de mariage et une clé USB étiquetée en cas de besoin. Ce n'était pas seulement de la paranoïa. C'était une assurance. Le contrat de mariage était son idée à l'époque. Elle avait de l'argent de sa famille qui allait arriver juste au cas où, disait-elle en riant. C'est juste intelligent, Trave. On n'en aura jamais besoin. C'est drôle comme ça s'est avéré. Elle n'a jamais touché un centime de ses parents. Mais ce document, béton, sans clause d'infidélité, mais une protection financière totale sur tout ce qui était acquis avant le mariage. Et voici le clou du spectacle. Elle a renoncé à la pension alimentaire. Tout ce que j'avais à faire, c'était prouver qu'elle m'avait quitté. Elle a rendu ça trop facile. Je me suis assis sur le canapé, éclairé seulement par la lumière mourante du soleil qui filtrait à travers les stores, et j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Le dossier étiqueté Kitchen-CM contenait des heures d'image, mais je savais où aller. 14 mars, il y a 2 semaines, vendredi soir, elle a dit qu'elle avait dîné avec ses collègues après une réunion tardive avec un client. Je m'en souvenais parce qu'elle était rentrée à la maison en sentant l'ail et le whisky et qu'elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. J'ai lancé le clip. Mes mains n'ont pas tremblé. Je l'ai regardé le faire entrer, un grand type en costume, probablement à la fin de la trentaine, clairement à l'aise. Il s'est dirigé directement vers le frigo comme s'il l'avait déjà fait. Elle l'a embrassé près de l'évier, gloussant comme une putain d'adolescente. C'était dégoûtant et c'était de l'or. J'ai copié la vidéo, pris des captures d'écran, étiqueté et archivé tout. Pas pour me venger, pas encore, mais pour me protéger. Puis j'ai ouvert l'application bancaire. Son nom figurait encore sur l'une des cartes de secours. Un oubli stupide que j'avais prévu de corriger la semaine dernière. J'ai regardé en temps réel son utilisation dans une station Chevron à 2 comtés de là. Puis encore 5 minutes plus tard dans un Starbucks. Elle fuyait vraiment. J'ai donc bloqué la carte, gelé les comptes liés, appelé ma banque et demandé de confirmer que tous les nouveaux retraits nécessitaient ma signature en personne. Ils ont immédiatement signalé son profil. J'ai demandé à mon avocat de rédiger l'avis d'abandon de domicile et de le déposer ce soir-là via le portail d'urgence. Mon avocat me devait une faveur. Jenna n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À minuit, elle avait déjà essayé de m'appeler 4 fois. Je n'ai pas répondu. À minuit 11, elle a laissé un message vocal. Sa voix était paniquée, stridente et crépitait de confusion. Travis, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'utiliser ma carte et elle a été refusée. Je n'ai même pas pu payer l'essence. C'est toi qui as fait ça, Travis? Je te jure devant Dieu que si tu as gelé mon argent. J'ai arrêté d'écouter. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse le pouvoir avait changé de camp. Moins d'une journée. Un message de sa part et tout un jeu de cartes s'est effondré. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais libre. Je me suis versé une deuxième bière. Je me suis rassis sur le porche. Rangé s'est blotti contre moi. L'air d'été était différent, comme si quelque chose de lourd s'était soulevé de la maison. Je savais qu'elle reviendrait.
Pas parce que je lui manquais, pas parce qu'elle le regrettait, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose. De l'essence, de l'argent, un accès, un levier, mais elle ne trouverait pas ce qu'elle avait laissé derrière elle. Cet homme avait disparu, et la prochaine fois qu'elle franchirait cette porte, c'est elle qui retiendrait son souffle. On a frappé à la porte à 8h47 le lendemain matin. Pas prudemment, pas hésitant. C'était fort, suffisant, comme quelqu'un qui frappe à la porte qu'il a payée. Comme quelqu'un qui pensait que le monde tournait encore selon ses conditions. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé d'abord par le Judas. Jenna Hermès, les yeux cernés par le reste de son eyeliner, portant les mêmes vêtements dans lesquels elle avait dû partir. Ses lèvres bougeaient, elle jurait probablement à voix basse. Elle avait une main sur la hanche, l'autre serrant un téléphone. Pas de valise, juste un sac à main et un sac d'épicerie en plastique. C'est tout ce qu'elle avait réussi à attraper dans le motel miteux où ils avaient passé la nuit. Elle avait l'air désespérée. Bien. Quand j'ai ouvert la porte, je n'ai pas dit un mot, je suis resté là, vêtu d'un t-shirt propre, une tasse de café fraîche à la main, laissant l'odeur des crêpes et du sirop d'érable se répandre comme un tableau de Norman Rockwell. Elle détestait cette odeur. Elle disait que ça lui donnait la nausée. J'en ai fait quand même. Ouvre cette putain de porte plus grand, a-t-elle claqué. Il faut qu'on parle. Je me suis appuyé contre le cadre. Non, c'est toi qui dois parler. Moi, j'écoute. Elle a levé les yeux au ciel, a fait irruption comme si c'était encore sa maison. Tu as coupé ma carte, a-t-elle dit en se retournant vers moi. Tu ne peux pas faire ça, Travis. Je ne pouvais même pas réserver un Uber. On a dû marcher 5 kilomètres. J'ai haussé un sourcil. Elle s'est figée. Juste un éclair, mais je l'ai vu. Cet éclair de panique. Elle n'avait pas voulu dire on. Elle a essayé de se rattraper, en s'approchant, en adoucissant sa voix. Écoute, je sais que tu es en colère, mais je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais contrarié. J'ai envoyé un texto stupide. On a tous les deux dit des choses, non? Je l'ai juste regardé, silencieux comme une tombe. Elle détestait le silence plus que tout. Elle le remplissait comme les gens jettent des déchets dans un placard, vite, salement, en espérant que personne ne voie le chaos. Je ne partais même pas vraiment. C'était juste quelques jours pour réfléchir. Il m'a juste proposé de me déposer et j'avais besoin d'espace. Elle était en train de craquer rapidement. Il s'appelle comment? Ai-je demandé calmement. Elle a cligné des yeux. Comment? Le type. Ton nouvel homme. Il s'appelle comment? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a reculé d'un pas, ça n'a pas d'importance. Oh, mais ça compte. Si tu quittes ton mariage pour lui, si tu abandonnes ta maison, tes chiens, toute ta putain de vie, je pense que son nom compte. Travis. Non, Jenna. Tu ne peux plus écrire le scénario. Elle a tressailli. L'air entre nous crépitait. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, le pouce planant sur l'écran comme si elle envoyait un texto à quelqu'un en secret. Probablement lui. Tu m'as espionné, n'est-ce pas? A-t-elle dit soudainement. C'est comme ça que tu as fait. Tu savais. Tu savais tout. J'ai bu mon café. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas confirmé. Son visage. Tordu, dégoûté, non pas par sa trahison, mais par ma prise de conscience de celle-ci. Elle ne supportait pas de ne pas avoir le contrôle. Elle pouvait tromper, mentir, voler. Mais dès qu'elle a réalisé que je n'étais pas un idiot aveugle à regarder ESPN pendant qu'elle se faufilait dehors la nuit, ça l'a ébranlée. Je veux accéder à mes affaires, dit-elle enfin, la voix serrée. Mes vêtements, mon ordinateur portable, mes bijoux. J'ai des droits. Je me suis retourné et j'ai descendu le couloir sans un mot. Je suis revenu avec un grand carton de déménagement bien scellé. Tout est là-dedans. Je l'ai emballé hier soir. Tu as fouillé dans mes affaires? Non, Jenna. J'ai trié grosse différence. Elle n'a pas tendu la main vers le carton. Elle l'a juste fixé comme s'il avait des dents. Tu ne vas même pas te battre pour moi, dit-elle. Soudain, j'étais humide après toutes ces années. C'est là que j'ai ri. Un son creux, désagréable. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce que cette question était tellement putain d'insensée. Me battre pour toi?
Tu m'as envoyé un texto me disant de profiter d'être fauché pendant que tu t'enfuyais avec un autre homme. Tu m'as quitté. Tu as pris la décision. Maintenant, tu veux des larmes. Du regret. Une bataille pour te reconquérir. Elle fit un pas en avant, sa voix tremblant présentement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Non, Jenna. Je l'ai coupé, calme et définitif. C'est simple. Tu as fait ton choix et j'ai fait le mien. Elle resta là une seconde de plus, puis se pencha, attrapa le carton à deux mains et sortit en trombe par la porte d'entrée. Je l'ai suivi jusqu'au porche. Oh, dis-je nonchalamment. Au fait, ta code de crédit est probablement dans les toilettes. Tu devrais peut-être vérifier ça avant d'essayer de trouver ton propre logement. Elle se retourna d'un coup. Qu'est-ce que tu as foutu? Merci pour l'info, dis-je encore une fois. Ce même sourire narquois jouait sur mes lèvres. Ses yeux se plissèrent. Je l'ai vu sur son visage. La lente prise de conscience que, quel que soit le jeu auquel elle pensait jouer, elle avait déjà perdu la partie. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de se retourner, carton à la main, et de marcher jusqu'au trottoir. Pas de voiture, pas de transport, juste la chaleur, la sueur et l'humiliation. Et moi, je suis resté là à siroter mon café, le regardant s'estomper sur le trottoir comme un fantôme. Personne n'était en deuil. Elle pensait que le feu était déjà éteint, mais elle n'a pas vu l'explosion venir. Dans l'après-midi, le buzz a commencé. Ça a commencé par un post Facebook, un post vague. Jenna n'a jamais été subtile, mais elle savait comment susciter la sympathie quand elle en avait besoin. On pouvait y lire, certaines personnes vous sourient en face tout en vous poignardant dans le dos. Je vous faisais confiance. Je vous aimais. Mais vous planifiez ça, n'est-ce pas? J'ai ri quand j'ai vu ça. Ce faux chagrin tapait depuis le canapé d'un étranger. Probablement le même canapé sur lequel elle laissait ce type dézipper sa robe. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. D'anciens collègues, des chevaliers blancs, des amis, son professeur de yoga, tous alimentaient le feu, tous supposant que je l'avais jeté dehors, que je l'avais blessé, trahi, laissé tomber. L'un d'eux a écrit « Les hommes sont dégoûtants, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, ma belle ». Un autre savait que quelque chose clochait chez lui depuis le jour où il l'avait rencontré. Pas un seul ne demandait ce qui s'était passé. Il ne voulait pas de fait, il voulait du drame. Et Jenna leur offrait un siège au premier rang. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'elle ne savait même pas encore, c'est que ce n'était que la première partie de ce que je lui réservais. Parce que pendant des mois, durant qu'elle faisait semblant de faire du pilate et qu'elle rentrait à la maison en sentant l'après-rasage et le savon de motel, j'ai rassemblé des pièces tranquillement, patiemment, comme un puzzle que personne d'autre ne pouvait voir. Tout a commencé avec son ordinateur portable. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué qu'elle l'avait laissé sur la table de la salle à manger. Le couvercle entrouvert. Elle était sous la douche. Normalement, je m'en serais foutu, mais quelque chose m'a attiré vers lui. Une intuition. On ne reste pas marié pendant près d'une décennie sans apprendre à écouter quand son instinct murmure « regarde de plus près ». Sa boîte mail était ouverte, pas celle que nous utilisions pour les factures ou les commandes Amazon. Une boîte secrète, nouvelle. Et elle était là. Une série entière de messages avec un homme nommé Cad. Je me souviens du nom comme s'il était gravé dans la pierre. Des dizaines de mails, d'abord enjoués, puis explicites, puis personnels, et enfin un, datant d'il y a 2 semaines, qui m'a glacé le sang. Je déteste cette maison. Je le déteste. Quand tu viendras me chercher, ne frappe pas, envoie juste un texto. Je t'attendrai. J'ai pris des captures d'écran. De tous. J'ai sauvegardé des copies sur mon disque crypté. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé. Je voulais voir jusqu'où elle tomberait si elle pensait que je ne la regardais pas. À ce moment-là, elle avait déjà cessé de dormir dans notre lit tous les soirs. Une excuse quelconque, qu'il faisait trop chaud ou qu'elle avait besoin d'espace. Elle s'effondrait sur le canapé, le téléphone face cachée, l'écran obscurci. Mais j'avais déjà les mots de passe. Je l'avais vu les taper plus de fois qu'elle ne le réalisait. Elle était imprudente, confiante. Elle pensait que j'étais l'idiot qu'elle avait façonné au fil des ans. Gentil, routinier, inoffensif. Elle avait oublié que j'étais tranchant avant elle.
Avant que le mariage n'émousse mes angles, avant que la routine quotidienne ne fasse de moi l'ombre de l'homme que j'étais. Mais maintenant, j'affûtais à nouveau le couteau. Et ce matin-là, juste après qu'elle est partie avec le carton et ce ridicule sentiment de droit, j'ai fait mon premier geste. J'ai appelé Kevin. Kevin est un détective privé, pas un cliché en imperméable. C'est un ancien militaire, calme, méthodique et, surtout, bon marché, parce que je l'ai sorti d'un mauvais pas il y a quelques années. Il me devait ça. Je lui ai tout raconté en 5 minutes. Je lui ai envoyé les captures d'écran, les images de la caméra de sécurité, les en-têtes de ses emails, son nouveau numéro. Je l'ai retracé grâce à sa carte SIM secondaire. Elle pensait que je ne le savais pas. Je veux savoir où ils vont, où ils dorment, comment ils dépensent, ai-je dit. Kevin n'a même pas sourcillé. Donne-moi 2 jours. J'ai raccroché et j'ai vérifié les verrous de la caméra Ring. À 3h41 du matin, quelques heures après qu'elle est partie en trombe, elle est revenue seule, les cheveux attachés, le sweat à capuche baissée comme une adolescente se faufilant par une fenêtre. Elle s'est faufilée dans le jardin, a essayé la porte du sous-sol. J'ai regardé en temps réel, en rembobinant la séquence comme un film dont je connaissais déjà la fin. Elle a forcé l'entrée. Enfin, pas exactement forcé. Elle savait où je gardais la clé de rechange. Sous le 3e pot de fleurs près de la terrasse. Je ne l'ai jamais déplacée. Elle savait que je ne le ferais pas. Je l'ai regardée entrer pieds nus, la lumière de son téléphone à la main. Elle est allée directement à la chambre à coucher, directement au coffre-fort sous le lit. Elle a essayé le code 2 fois, en vain. Je l'avais changé 2 jours plus tôt. Elle s'est levée, a juré assez fort pour que ranger à bois depuis le couloir, puis est sortie en trombe. Rien n'a été pris, juste de la rage. Elle n'a même pas réalisé que le Ring enregistrait chaque seconde. Visage, audio, tout le tralala. J'ai aussi sauvegardé la séquence. Je l'ai intitulée « Tentative de cambriolage, propriétaire identifié ». On pourrait penser que ce serait la fin de l'histoire. Que toute personne rationnelle couperait ses pertes et disparaîtrait. Mais Jenna, l'orgueil de Jenna était un cancer. Elle ne supportait pas d'être ignorée. Elle ne supportait pas de perdre. À midi, elle a appelé ma mère. Elle a dit à ma mère que j'allais mal, que j'avais perdu la tête, que je l'empêchais d'entrer dans la maison, que je refusais de lui parler. Elle m'a dépeint comme une épave violente et paranoïaque. Maman m'a appelé en tremblant. Je l'ai calmée, je lui ai tout raconté. Puis je lui ai envoyé les mêmes séquences. Elle s'est tue. Puis, elle a dit, ne lui cède pas un pouce de terrain. Ce n'est plus ta femme. Et elle avait raison. La femme que j'ai épousée est morte il y a des années. Ce qui se tient à sa place maintenant est autre chose. Quelque chose de creux, de manipulateur et de méchant. Mais le meilleur, c'est que Jenna pensait qu'elle avait encore le temps. Elle pensait qu'elle pouvait gagner le tribunal de l'opinion publique. Que si elle pleurait assez fort, postait des choses assez vagues, tordait l'histoire suffisamment, les gens se retourneraient contre moi. Elle ne savait pas que j'avais déjà contacté un avocat, que les documents avaient déjà été déposés, que l'avis du shérif devait être signifié. Et quand il atterrira dans sa main, ce ne serait pas une gifle. Ce serait une détonation. 3 jours plus tard, la tempête a éclaté, mais pas celle que Jenna attendait. Elle essayait toujours de raconter sa petite histoire, tirant sur tous les fils de la sympathie qu'elle pouvait. Facebook était son champ de bataille, et elle tirait à l'aveugle des posts quotidiens faisant allusion à la trahison, à l'amour toxique, à son courage d'avoir quitté un homme contrôlant. Les commentaires étaient remplis de pom-pom girl signares qui lançaient des confettis de pitié à sa fête, mais je ne répondais pas et ça la rendait folle. Jenna prospérait grâce au contrôle. Elle était un chef d'orchestre qui orchestrait le récit avec une telle précision que la plupart des gens n'entendaient jamais les notes discordantes. Mais le silence, mon silence, c'était la seule chose qu'elle ne pouvait pas manipuler. Et pendant qu'elle était occupée à se produire en ligne, Kevin, le détective, se produisait hors ligne. Il m'a appelé à 6h13 du matin, la voix calme et hachée comme toujours. Elle séjourne aux esclaves, a-t-il dit, enregistré sous le nom de G. Collin, payé en espèces. Il est avec elle. Rad. Nom complet Rad Ambry. 37 ans, sans emploi. Accusation antérieure de fraude d'identité en Arizona. Rien n'a collé vrai numéro. J'ai pris une longue inspiration. Le nom sonnait différemment quand ce n'était pas un nom d'écran ou un pseudo de mail.
Il avait maintenant un visage, une histoire. Et Kevin n'avait pas fini. J'ai des photos. Il y a 2 nuits, ils étaient au bar Coldwater. Elle a utilisé sa carte, a essayé, mais elle a été refusée. Il a fini par payer en espèces. Dispute sur le parking après, forte. Il m'a envoyé quelques photos. Jenna dans cette même veste rouge, les cheveux attachés, le regard noir sous la lumière jaune d'un lampadaire cassé. Ses mains étaient levées, ouvertes, soit suppliant, soit reculant. Je ne pouvais pas dire. Puis, sur la photo suivante, elle pleurait sur le capot d'une Corolle argentée qui n'était pas la sienne. Ma première réaction n'a pas été la pitié. C'était la confirmation. Elle n'avait pas fait de troc. Elle ne s'était pas enfuie vers une vie meilleure. Elle avait sauté dans une voiture conduite par un escroc conduit par l'illusion. Elle pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Il s'est avéré que ce n'était que du gazon synthétique au-dessus d'un gouffre. J'ai classé les photos. Chaque détail comptait parce qu'hier, le shérif lui a signifié l'acte. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait plus à rien de moi. C'était son erreur fatale. Elle pensait toujours que j'étais cet homme passif qui acquiesçait pendant les disputes et rapportait des fleurs à la maison après avoir été blâmé pour des choses que je n'avais pas faites. Mais j'avais changé. Elle était au motel quand ils lui ont remis l'enveloppe, la requête en divorce, la liste des actifs, la chronologie notariée de l'abandon et, plus beau que tout, une injonction de cesser et de s'abstenir pour diffamation et accès non autorisé à la propriété. Le tout emballé avec un nœud. Elle a essayé d'appeler 3 fois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis à la table de la cuisine, le téléphone face cachée, en sirotant du café noir en silence. Laissez-la ressentir. Laissez-la s'asseoir dans cette chambre de motel, sa fantaisie s'effondrant autour d'elle, avec un homme qu'elle connaissait à peine, sans accès bancaire, sans voiture, sans réputation à sauver et, pire que tout, personne ne se battant pour la ramener. Plus tard dans l'après-midi, Kevin m'a envoyé une dernière séquence. Celle-ci m'a fait faire une pause. Elle a été enregistrée sur le parking du motel. Kevin avait une installation de caméra embarquée qui enregistrait l'audio. Rad, tu n'as pas dit qu'il t'empêcherait d'accéder à tout. Jenna, je ne pensais pas qu'il le ferait. Il n'a jamais été comme ça avant. Rad, eh bien, je ne suis pas ta banque. Jenna, tu avais promis que tu avais de l'argent. Jenna, j'en ai. J'ai juste besoin de temps. Cad, non, je ne suis pas dans ça pour le drame d'une femme au foyer fauché. Tu règles tes problèmes, puis tu m'appelles. Puis la portière de la voiture a claqué et Rad est partie en trombe. C'était la dernière image. Elle se tenait là, le téléphone à la main, la mâchoire serrée, seule dans la lumière mourante du parking d'un motel, avec rien d'autre que ces mensonges résonnant autour d'elle. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, mais je n'en ai pas ressenti. Je me sentais clair, pas heureux, pas fier, mais propre, comme l'air après une tempête. Mouillé, tranchant. Honnêtement. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus asphyxié par son parfum et son gaslighting. On ne me mentait plus à travers des sourires crispés et une affection feinte. Je ne remettais plus en question mon propre instinct. J'étais redevenu moi-même. Et pendant qu'elle partait en vrille, je posais des fondations. J'ai pris un jour de congé, j'ai commencé à déplacer des affaires dans un box de stockage à mon nom, j'ai reparlé à mon avocat, j'ai ouvert un nouveau compte, j'ai renouvelé l'assurance habitation, je l'ai rayée de tous les documents comme si elle n'avait jamais existé. Elle s'est effacée elle-même la seconde où elle a franchi cette porte avec son majeur levé dans un texto et un type nommé Rad dans son rétroviseur. Maintenant, je ne faisais que légaliser la situation, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les femmes comme Jenna ne partent pas en silence. Elles préparaient quelque chose. Je le sentais jusqu'à la moelle. Et quoi que ce soit, ça allait arriver. Le premier vrai coup de poing ne venait pas d'elle, mais de mon patron. C'était vendredi. J'étais à mi-chemin d'une commande de béton dans la cour lorsque Ron, mon superviseur, m'a fait signe de m'approcher avec ce regard rigide et mal à l'aise que les hommes ont quand on leur a dit quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre, mais qu'ils sont obligés de transmettre. Travis, a-t-il murmuré, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il ne voulait pas que personne n'entende. Ça va, mec? J'ai haussé les épaules. Bien sûr. Pourquoi? Il s'est frotté la nuque. Tu sais, Jenna a appelé le bureau ce matin.
J'ai figé le presse-papier dans ma main a soudainement semblé peser 10 kilos. Quoi? Elle a dit que tu étais instable. A dit que tu traversais une période difficile et que tu pourrais avoir besoin de jours de congé personnel. Elle a insinué que tu avais des épisodes. Je l'ai regardé fixement. Elle leur a dit ça. Il avait l'air sincèrement mal à l'aise, et pas seulement pour moi. Elle a demandé à parler au RH, a dit quelle était ta personne à contacter en cas d'urgence et qu'elle s'inquiétait pour ta santé mentale. Elle a utilisé tous les mots à la mode. Instable, erratique, possible toxicomanie. A dit que tu étais paranoïaque ces derniers temps. Mon estomac s'est glacé. Ce n'était pas de la gestion de crise. C'était du sabotage. Elle essayait de semer des graines. Me faire passer pour un fou, un incapable, un danger. Peut-être. Ainsi, le jour de l'audience au tribunal, elle ressemblerait à une sainte qui a essayé d'aider son pauvre mari en déroute. Ron a baissé la voix. Travis, on travaille ensemble depuis 7 ans. Je leur ai dit que ça ne te ressemblait pas, mais les RH doivent quand même déposer un rapport. On pourrait te demander de parler à quelqu'un, bien sûr, parce que même quand je suis resté silencieux, elle a fait du bruit. Je suis retourné à mon poste sans un mot de plus. Mon pouls battait dans mes oreilles. Mes mains se sont serrées si fort que j'ai laissé des marques d'ongles dans ma paume. Tout s'expliquait maintenant, pourquoi elle s'était tue après que Cad l'a laissée au motel. Pourquoi elle n'avait rien posté en ligne pendant une journée entière. Elle avait commencé à se cacher. Elle savait que la vie du shérif avait nui à son image, qu'elle ne pouvait plus me battre avec des histoires de pleurnicherie publique, alors elle a commencé à jouer sale. Plus tard cette nuit-là, j'ai vérifié l'historique de l'alarme intelligente de la maison. Jenna avait essayé de se connecter au système 2 fois à partir d'une adresse IP de motel à l'extérieur de la ville. Les 2 tentatives ont été bloquées. Ensuite, j'ai vérifié l'application NET. C'est là que j'ai vu ça. À 3h09 du matin, une alerte de mouvement provenant de la ruelle latérale. La caméra a capturé une ombre se déplaçant devant le portail. Silhouette mince, capuche relevée, faisceau de lampe de poche pendant 2 secondes avant de disparaître. J'ai zoomé, le portail n'avait pas été forcé, mais la serrure avait été éraflée. Elle était revenue, pas pour parler, pas pour se réconcilier, pour entrer. J'ai transféré le clip à Kevin. En moins de 10 minutes, il a répondu avec une image fixe superposée avec l'horodatage du visage à moitié visible. C'était bien elle. La même nuit, quelqu'un a appelé le bureau de zonage de la ville, en se faisant passer pour moi, essayant de déposer un changement temporaire de propriété pour le bien. Le formulaire a été signalé comme incomplet, suspect. Elle ne se contentait plus de réagir émotionnellement. Elle essayait de réécrire les registres. Elle voulait la maison, ou du moins suffisamment de levier pour me faire saigner pour ça. Le lendemain matin, j'ai contacté le bureau du shérif et j'ai déposé un rapport officiel pour tentative de surveillance non autorisée et usurpation d'identité. Kevin a préparé un deuxième dossier qu'il a étiqueté, à moitié en plaisantant, pack de frappe préventive. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À 13h26, on a frappé à ma porte. Cette fois, ce n'était pas Jenna. C'était une femme d'une quarantaine d'années, tailleur pantalon gris, chignon serré, assistante sociale. Elle a montré un badge et un sourire artificiel. Nous avons reçu un appel concernant une détresse potentielle à cette résidence. Pourriez-vous répondre à quelques questions? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Laissez-moi deviner, un tuyau anonyme. Son sourire n'a pas bougé, mais ses yeux ont tressailli. Nous ne pouvons pas confirmer l'identité de l'appelant, mais c'est la routine. Juste une vérification. Je l'ai laissé entrer, je lui ai montré mon salon, ma cuisine, mon chien, mon frigo rempli de plus d'eau en bouteille et de restes que la plupart des résidences universitaires. Pas de drogue, pas de preuve d'effondrement mental, pas d'armes à feu éparpillées sur la table, pas d'alcool à part un pack de 6 intacts dans le garage. Elle a pris quelques notes, a posé quelques questions sur le travail, le sommeil, le bien-être émotionnel. Je lui ai dit que j'étais en plein divorce et qu'une des parties était amère. Elle a hoché la tête comme si elle avait entendu cette histoire une centaine de fois. Avant de partir, elle a hésité à la porte. Juste pour que ce soit clair, a-t-elle dit, on a vu des gens faire bien pire pendant les affaires de garde d'enfants. Je n'ai pas d'enfant, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. Non. L'appel impliquait qu'il y avait un enfant présent. Et voilà. Jenna avait menti.
Avait inventé un enfant imaginaire. Avait affirmé que j'en avais un ici juste pour déclencher un contrôle d'urgence des services sociaux. C'était un test pour voir jusqu'où elle pouvait aller sans se faire prendre. Je suis resté là après le départ de la femme, la porte encore entr'ouverte, regardant une brise faire bouger la balançoire du Porsche. Elle voulait la guerre. Très bien. Mais elle avait oublié une chose. On ne commence pas une guerre avec un homme qui a déjà tout perdu ce qui comptait pour lui, parce que cet homme n'a plus rien à perdre. Et elle venait de lui donner la permission de tout brûler. La première vraie fissure dans son masque ne venait pas de sa voix ou de son visage. Elle venait de son silence. Plus de posts Facebook, plus de maraudage nocturne sur la caméra Ring, plus de fausses larmes à ma mère, plus d'accusations farfelues au RH, plus de messages vocaux de gaslighting me demandant si on pouvait se rencontrer et parler comme des adultes. Juste du silence. Ce genre de silence terrifiant, celui qui signifie que quelque chose se prépare. À ce moment-là, j'avais commencé à verrouiller le portail avec une chaîne en acier, pas seulement avec le cadenas. J'ai déplacé une deuxième caméra au-dessus du garage, celle-ci cachée, déguisée en détecteur de mouvement. J'ai mis des verrous à chaque fenêtre qu'elle utilisait pour ouvrir en grand pour prendre l'air. Je dormais d'un œil parce que Jenna était officiellement entrée dans un territoire que je n'avais jamais imaginé que nous atteindrions un jour. Un mode sabotage complet. Plus de prétention d'être l'épouse blessée. Elle a déchiré ce costume, l'a laissé au motel et a commencé à s'habiller comme la méchante qu'elle était vraiment. Je ne m'attendais juste pas à ce que son prochain coup soit si public. C'est arrivé dans un restaurant. Samedi matin, 8 heures, le même endroit où je vais depuis des années. Ce genre de boui-boui où la serveuse connaît votre nom et comment vous aimez vos œufs. J'étais à mi-chemin d'une pile de crêpes quand la cloche au-dessus de la porte a tinté et la moitié de la pièce s'est retournée pour regarder. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Cheveux bouclés, rouge à lèvres rouges, jean moulant, talons noirs. J'ai failli ne pas la reconnaître au début, pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle est entrée avec lui. Rade, grand, suffisant, une fausse arrogance dans sa démarche. Une montre bon marché à son poignet, des lunettes de soleil relevées comme s'il essayait d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il parlait trop fort, essayant probablement de ressembler à un homme en charge. Ils se sont assis à la table juste en face de moi. Elle savait que j'allais là-bas. Tous les week-ends. Elle l'a fait exprès. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais ensuite, elle a souri. Pas le doux sourire dont je suis tombé amoureux il y a 12 ans. Le sourire acéré. Celui avec du venin enroulé sur les bords. Le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait être vue. Elle s'est penchée et l'a embrassé à travers la table. A fait un petit spectacle de ça. A touché sa main. A ri trop fort. Tout était mis en scène. Tout était pour moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas bougé. J'ai juste continué à manger lentement et calmement, même si ma fourchette me semblait peser du plomb dans ma main. La serveuse Mandy s'est penchée et a chuchoté, « Vous voulez que je vous déplace ?» Non, ai-je dit. Laissez-la jouer la comédie. Parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Le type qu'elle exhibait comme un trophée. Kevin avait déjà déterré son dossier. Radambry, chômeur, en probation, alias connu dans 3 États. Historique d'expulsion, code de crédit si mauvaise qu'elle pourrait déclencher des alarmes incendie. Et la cerise sur le gâteau. 2 poursuites civiles scellées pour contrainte et fraude financière, impliquant toutes 2 des femmes mariées. Elle pensait tenir un jeu d'A, mais j'avais déjà vu les cartes. Elles étaient toutes blanches. À mi-chemin du petit déjeuner, je me suis levé, j'ai payé en espèces et je suis passé devant leur table. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard, a souri d'un air narquois. Je me suis arrêté une seconde, j'ai regardé Rad droit dans les yeux. Tu es le 2e homme en 2 ans qui a pensé qu'elle valait la peine de ruiner ta vie, le premier est encore en convalescence. Il a ouvert la bouche, mais je ne lui ai pas laissé le temps de parler. Je me suis retourné et je suis sorti. Au moment où je suis rentré à la maison, Kevin avait envoyé un autre dossier. Cette fois, c'était son historique de texto. Il a retracé son nouveau numéro jusqu'à un téléphone jetable prépayé. D'une manière ou d'une autre, elle était toujours en contact avec un homme répertorié uniquement comme R. Des douzaines de messages. Il ne se doute encore de rien. Le temporaire de Rad est le vrai plan. Une fois que je serai de retour dans la maison, ce n'est qu'une question de temps. De retour dans la maison.
Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Elle ne se contentait plus de jouer pour attirer l'attention. Elle élaborait des stratégies, complotait pour savoir comment rentrer à l'intérieur, comment replanter des racines. Peut-être pas parce qu'elle me voulait, mais parce qu'elle voulait le contrôle. Et Rad, il n'était qu'une distraction, un remplaçant, sûrement même un appât. Mais ce R, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de caché. J'ai appelé Kevin. As-tu trouvé quelque chose sur ce R? Il a soupiré. Pas encore, mais je vais le faire. J'ai raccroché et je suis entré dans le garage, j'ai regardé les armoires que nous n'avions jamais fini de repeindre. Ce souffleur de feuilles cassées qu'elle me demandait toujours de réparer. La pelle appuyée contre le coin. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette maison était un champ de bataille. Chaque chaise, chaque tiroir, chaque foutue prise de courant avait des souvenirs liés à elle, liés à nous. Et chacun d'eux était maintenant une mine. Et je devais faire attention à je marchais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à regarder des vidéos, à surveiller les angles, à suivre les pins de son téléphone grâce au GPS que j'avais glissé à l'intérieur de la doublure de son ancien sac de sport, celui qu'elle avait apparemment offert à Rad. Et pendant que je regardais le point se déplacer à travers la ville, faisant le tour de route familière, ralentissant près de la maison, accélérant à nouveau, je savais que quelque chose se préparait. Elle planifiait un retour. Pas émotionnel, pas larmoyant, stratégique. Et si elle pensait que j'allais la laisser revenir comme une femme, bafouée, pleurant pour une clôture et un malentendu? Elle était sur le point de découvrir ce que le vrai silence ressent. Le genre qui met fin aux choses. C'est arrivé juste avant l'aube. J'étais sur le porche avec une tasse de café froid dans mes mains, regardant le ciel passer du noir au violet meurtri quand j'ai vu le mouvement près des haies. Pas bruyant, pas rapide, juste délibéré. Quelqu'un essayant de ne pas être vu. Rangé à grogner avant même que je me lève. Je savais que c'était elle. Je le savais comme je connaissais mon propre nom. Je n'ai pas attrapé de batte. Je n'ai pas appelé la police. Je suis juste rentré. À l'intérieur, j'ai éteint toutes les lumières et j'ai attendu. Elle était audacieuse. Je lui accorde ça. Après tout, après les papiers du tribunal, après l'humiliation publique, après avoir simulé des contrôles de bien-être et des plaintes au travail, Jenna croyait toujours qu'elle avait droit à cette maison. Elle croyait toujours qu'elle pouvait la récupérer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette maison n'était plus seulement protégée par des caméras. Elle était équipée d'un nouveau système d'alarme, d'alerte silencieuse, de détecteurs de mouvements cachés dans les avant-toits, de micros audio bidirectionnels connectés à mon téléphone. Alors, quand elle a glissé la clé de secours dans la porte latérale du garage, oui, l'ancienne clé de secours, celle que j'ai laissée exprès, je la regardais déjà sur l'application. Elle s'est faufilée, lampe de poche éteinte, capuche sur la tête, un sac à dos sur l'épaule. Elle s'est dirigée directement vers l'escalier du sous-sol. Je pouvais deviner ce qu'il y avait dans le sac. Des documents, peut-être des outils, ou pire, une sorte de coup monté pour me faire paraître instable, des drogues placées, des objets volés, des preuves qu'elle pourrait trouver plus tard et montrer au tribunal. Elle n'était pas seulement imprudente maintenant. Elle était désespérée. Et les gens font des choses stupides et dangereuses quand ils sont désespérés. Mais elle a choisi le mauvais homme contre qui jouaient les héros. Je l'ai laissé descendre à mi-chemin de l'escalier avant d'allumer les lumières. Elles se sont allumées d'un coup. Toutes les ampoules de la maison, en même temps, l'ont inondée de blanc. Elle s'est figée en plein pas, les yeux grands ouverts comme un raton laveur pris dans une poubelle. Et puis je suis sorti du couloir. Calme, pieds nus, tenant mon téléphone. « T'es-tu perdu ?» ai-je demandé, d'une voix morte. Elle me fixait comme si j'étais un fantôme. Peut-être bien. Peut-être qu'elle s'attendait à trouver l'ancien Travis, le gentil, celui qui lui préparait des smoothies et réparait ses pneus crevés et souriait même quand elle crachait du venin. Mais il n'était plus là. Travis, dit-elle, la voix étranglée. Je ne mens tout simplement pas, dis-je, en levant un doigt. N'ose pas me mentir dans ma propre maison. Elle cligna des yeux, les mains tremblant sur les côtés. J'ai oublié quelque chose, c'est tout. Quelque chose dans le vide sanitaire. Bien sûr que oui. Je voulais juste le prendre avant que les choses n'empirent. Pire pour qui? Sa bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Elle ne savait pas comment la manipuler. Je n'étais pas en colère, je ne criais pas,
je ne faisais pas les 100 pas et je ne menaçais pas. J'étais juste présent, observant. Ça lui faisait plus peur que tout. J'ai levé mon téléphone et j'ai appuyé sur un bouton. Du haut-parleur au-dessus de sa tête est sorti un carillon sonore. La voix de Kevin, claire comme de l'eau de roche. Préenregistré. Entrée non autorisée enregistrée. La police sera avertie dans 60 secondes. Elle s'est retournée comme si elle pouvait distancer les murs eux-mêmes. Je jure que je n'allais rien faire. Travis, s'il te plaît, n'appelle pas la police. S'il te plaît. J'ai descendu une marche, juste assez pour la faire reculer. Tu as déjà fait ça, Jenna. Tu les as appelés pour moi. Tu as dit que j'étais instable. Qu'il y avait un enfant ici. Tu as essayé de faire enquêter sur mon travail. Tu as menti à ma mère. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer maintenant? Des larmes ont jailli dans ses yeux. Vrai? Fausse? Difficile à dire avec elle maintenant. Peut-être même qu'elle ne le savait pas, j'ai paniqué, murmura-t-elle. Tu étais en train de me couper de tout. J'avais peur. Kate est partie. Je n'avais nulle part d'autre. Tu avais des choix. Tu as fait les tiens. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me suis écarté, j'ai ouvert la porte derrière moi. Va-t'en. Elle ne bougea pas, je ne porterai pas plainte, dis-je. Mais si je te revois à moins de 6 mètres de cette propriété, c'est fini. La prochaine fois, je ne fais pas de compromis. La prochaine fois, je porte plainte pour tout. Elle me regarda comme si elle ne me reconnaissait pas. Sûrement pas. Sûrement qu'elle pensait que j'allais crier ou la saisir ou essayer de réparer les choses. La supplier de s'expliquer. Mais j'avais déjà enterré l'homme qui aurait fait ça. Elle passa devant moi lentement, ses yeux scannant les murs, les photos, l'espace qui était autrefois le sien. Un dernier inventaire. Quand la porte se referma derrière elle, je m'y suis appuyé. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine ne se serrait pas. Je me sentais propre. Kevin a appelé 10 minutes plus tard. Elle envoie déjà des SMS à quelqu'un qui s'appelle R. Ça n'a pas marché, elle a écrit. Il est différent maintenant. Cool. J'ai demandé, tu as déjà une identification sur elle? Il a hésité. Ouais, dit-il. Tu ne vas pas aimer. Essaie. R est son avocat. Robert Maison, une vraie ordure. S'occupe des affaires de divorce. Connu pour faire traîner les choses, peindre les maris comme des abuseurs, émotionnellement instables. J'ai fermé les yeux. Alors c'était ça le but du jeu. Elle n'était pas là pour une réconciliation. Elle était là pour me provoquer, pour me faire craquer, pour filmer ça, pour avoir quelque chose à déformer au tribunal. Mais elle a échoué. Parce que quand on a déjà perdu la personne qu'on aimait, on n'essaie plus de la reconquérir. On joue pour en finir. Et je n'allais pas la laisser écrire un mot de plus dans mon histoire. Elle a déposé une plainte 2 jours plus tard. L'enveloppe est arrivée dans une chemise manie avec mon nom dactylographié en lettres majuscules, livré par un coursier en veste bleu marine qui n'a même pas établi de contact visuel. Je l'ai ouverte lentement comme une bombe que je savais déjà armée. À l'intérieur, une requête formelle pour contester le divorce pour cause de négligence émotionnelle, d'instabilité mentale et de mon comportement erratique récent, avec une motion pour l'occupation temporaire de la maison. Elle voulait revenir, pas pour toujours, juste assez pour secouer la cage. Juste assez longtemps pour revendiquer des droits de locataire afin de se faufiler légalement dans mon espace comme un cafard derrière la cloison sèche. Et c'était là, imprimé. Le défendeur a des antécédents de comportement de contrôle et de tendance isolationniste. Il a supprimé l'accès de la requérante à tous les fonds communs, aux canaux de communication et à la propriété sans procédure régulière. Cette phrase sans procédure régulière m'a fait rire, amèrement, bas, mort dans les tripes. Cette femme qui m'a quitté par SMS, qui s'est enfuie avec un autre homme et a essayé de simuler l'existence d'un enfant pour déclencher un contrôle de bien-être, m'accusait maintenant de trahison. Mais elle n'était pas stupide. Elle construisait une paperasse. Ça n'avait pas besoin d'être vrai. Ça devait juste avoir l'air juste. Et pire encore, elle avait cet avocat, Robert Armancon. Kevin avait finalement extrait son profil complet. 3 décennies de travail de divorce sordide. Des clients, principalement des femmes, connus pour saigner les maris à blanc, faire traîner les procédures jusqu'à ce que l'homme craque ou cède.
D'anciens clients l'appelaient le Seigneur. Il avait été sanctionné 2 fois pour des excentricités au tribunal. Une fois pour avoir soumis des SMS fabriqués qui ont comme par magie disparu plus tard. Et présentement, il était à elle. J'ai regardé les documents pendant un moment. J'ai lu attentivement chaque ligne, chaque mensonge, chaque demi-vérité tordue et implication formulée avec soin pour me dépeindre comme un monstre. Ça aurait dû me rendre furieux. Mais tout ce que je ressentais, c'était le poids de la concentration. Parce que présentement, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un chagrin d'amour. Il ne s'agissait pas d'amour ou de vengeance. Il s'agissait de contrôle. Jenna avait perdu son emprise sur moi. Et comme tout toxicomane, elle essayait d'en obtenir une dernière dose. Alors, j'ai répondu, pas avec colère, pas avec supplication, avec une contre-requête. Mon avocate, Valérie, l'a déposée le jour même. Elle préparait un dossier depuis la minute où Jenna s'était enfuie, et présentement, elle a tout déchargé comme un coup de fusil. Nous avons inclus des séquences vidéo de Jenna entrant dans la propriété sans y être invitée à 2 reprises, des captures d'écran de ses SMS menaçants, y compris la bombe originale Bonne chance pour payer l'hypothèque. Ses publications sur les médias sociaux collectés et horodatés. Les pins GPS de son téléphone jetable la nuit où elle a tourné autour de la maison pendant plus d'1 heure. La pièce de résistance, une déclaration notariée de cas d'Ambry soumise volontairement le lendemain du jour où il a découvert que Jenna avait utilisé son nom sur une demande de crédit dans son dos. Il s'avère qu'elle a essayé de louer une voiture à son nom. Il s'est enfui dès qu'elle a mentionné les documents de prêt et une simple signature rapide. Kevin l'a retrouvé, lui a rendu visite. Kate était plus que disposée à parler une fois qu'il a réalisé qu'il pouvait éviter tout problème civil s'il coopérait. Sa déclaration était accablante. Il a confirmé qu'elle avait parlé ouvertement d'essayer de pousser son mari à craquer, a dit qu'elle se vantait d'avoir une stratégie pour gagner la maison, et qu'elle lui avait dit exactement comment se comporter devant moi au restaurant. Ce n'était pas juste une liaison émotionnelle. C'était une escroquerie. Elle avait militarisé l'infidélité, transformé la trahison en levier, et maintenant, elle essayait de terminer le travail avec de l'encre juridique. Mais il était déjà trop tard. Valérie a fixé l'audience d'urgence pour 3 jours plus tard. Salle d'audience, juge. Pas de jeu, juste des faits. Et Jenna, elle a dû sentir le changement parce que ce soir-là, elle est revenue une dernière fois. Pas en se faufilant, pas en rampant, en frappant. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée debout là. Pas de maquillage, pas de faux sourire, pas de cade, juste elle et un petit sac de sport en bandoulière sur une épaule. Elle n'a pas parlé, elle m'a juste regardé comme si elle essayait de lire une phrase qui n'était pas écrite avec des mots. Alors, je peux entrer? Non. Une pause. Je veux juste parler. Alors parle. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Les choses ont dégénéré, dit-elle. Je ne voulais pas que ça se transforme en guerre, mais c'est arrivé. Tu me manques. Non, tu manques l'accès. Ses yeux se sont de nouveau levés brusquement pendant un éclair. Tu penses que tu es mieux que moi maintenant? Non, dis-je doucement. Je pense que je te vois enfin. Ça a porté plus fort que tout ce que j'aurais pu crier. Elle a pris une inspiration, a reculé, la combativité s'estompa. Ça n'a pas besoin d'empirer, dit-elle, presque en suppliant. J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison. Ce n'est pas nécessaire. Mais tu l'as rendu ainsi. Tu es venu vers moi avec des mensonges, avec du poison. Tu as eu ta chance de paix, Jenna. Tu l'as brûlée. Elle a dégluti difficilement, puis s'est retournée, a marché jusqu'au trottoir. Pas de voiture qui attendait. Plus de plans. Je l'ai regardée partir jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout de la rue. Et quand je suis rentré, je n'ai pas fermé la porte à clé derrière moi. Je l'ai claquée. Le matin de l'audience, le ciel était fer-gris. Pas de soleil, pas de vent, juste des nuages lourds suspendus bas comme s'ils retenaient leur souffle. Je me suis réveillé tôt. Pas par nervosité, par clarté. C'était le jour. Le jour où je me suis douché, rasé, repassé ma chemise. Pas pour elle, pour le juge. Pour la vérité, pour le moment qui allait enfin planter un clou dans le cercueil déformé de notre soi-disant mariage. Rangé s'est assis près de la porte pendant que je nouais mes chaussures, les oreilles frémissantes, sentant le poids dans l'air. Le palais de justice était presque vide quand je suis arrivé. Les protocoles Covid limitaient toujours la présence,
ce qui était une bénédiction. Je n'avais pas besoin d'un public, juste d'une décision. Valérie m'a rejoint dans le hall. Elle avait l'air calme, affûtée comme jamais, son classeur épais de preuves. Elle est là, dit-elle. Jenna. Elle est entrée 5 minutes plus tard, pile à l'heure. Elle portait du blanc. Blanc comme si c'était son arc de rédemption. Le pull doux, les cheveux en chignon, pas de bijoux, pas d'ongles. L'image d'une femme calme et blessée. Elle avait l'air de passer une audition pour un pardon qu'elle n'avait pas mérité. Son avocat maison était encore plus suffisant que je ne l'avais imaginé. Cheveux argentés, sourire de requin, bronzé comme s'il vivait dans une cabine de bronzage. Il portait une mallette en cuir élégante comme si elle contenait une épée en or. Je l'ai surpris à me jeter un regard comme si j'étais une proie. Je lui ai souri, un sourire calme et fatigué, parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Il pensait encore que je pourrais craquer. Il ne savait pas que j'avais déjà craqué et que j'étais revenu plus fort. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge, l'honorable Elisabeth Ferral, était dans sa fin de cinquantaine, avec un regard perçant et une tolérance zéro pour les bêtises. Elle n'a pas souri en entrant. N'a même pas jeté un coup d'œil à la performance de tristesse de Jenna. Elle a juste ouvert le dossier et a dit « Très bien, passons au vif du sujet ». Maison a commencé en premier. Il a ouvert fort, dépeignant Jenna comme confuse, déplacée, émotionnellement négligée, affirmant que je l'avais coupée financièrement, utilisé une technologie de surveillance avancée pour envahir sa vie privée. Que je l'ai humiliée en utilisant ses vieilles erreurs comme des armes, et qu'elle n'était revenue à la propriété que parce qu'elle avait peur et n'avait nulle part où aller. Elle était enfermée dehors de sa propre maison, dit-il avec emphase. Privée de sa stabilité, de sa dignité. La juge Frel l'interrompit. Est-elle inscrite sur le titre de propriété, monsieur? Maison marqua une pause. Non, votre honneur. Mais légalement, elle n'a aucun droit d'occupation à ce stade. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle lui fit signe de se taire. Notez. Continuez. Il mélangea des papiers. Réessai. Nous demandons la réintégration temporaire à la propriété pendant toute la durée de la procédure de divorce. C'est alors que Valérie se leva. Elle n'éleva pas la voix, ne fit pas les 100 pas, ouvrit simplement le classeur et déposa une pile de documents proprement sur le bureau. Il s'agit d'une chronologie complète des événements. Sont inclus les enregistrements vidéo suivants de 2 intrusions illégales distinctes dans la propriété, dont l'une a eu lieu à 3 heures du matin. Une déclaration d'un détective privé confirmant l'intention de provoquer émotionnellement ma cliente. Des SMS entre Madame Collin et une tierce personne, dont l'un indique, je cite, « Une fois que je serai de retour dans la maison, ce n'est qu'une question de temps. » Elle laissa cela planer un instant. Puis, elle ajouta le joyau. Nous avons également une déclaration sous serment signée de Monsieur Cadambry, confirmant que Madame Collin a utilisé son identité pour tenter d'accéder à de nouveaux crédits et qu'elle a admis avoir inventé un signalement aux autorités concernant un enfant inexistant pour nuire à la réputation de ma cliente. On pouvait sentir l'atmosphère changer. La juge Frel haussa un sourcil. Cette déclaration sous serment est-elle notariée? Elle les dit Valérie, en la faisant glisser. Jenna se remua sur son siège. Pour la première fois, la performance se fissura. Elle jeta un coup d'œil à Maison, qui se pencha pour chuchoter furieusement, feuilletant les pages comme s'il chassait quelque chose qui n'était pas là. Puis vint le coup de grâce. Valérie tendit une clé USB mince. Votre honneur, elle contient l'enregistrement de la caméra de surveillance de la défenderesse tentant d'accéder au sous-sol avec un sac à dos après des semaines sans contact malgré une injonction. Elle inclut également l'alerte audio déclenchée lorsque le système a été activé et l'avertissement verbal émis par le système de sécurité de ma cliente. Les forces de l'ordre ont-elles été averties? Elles ont été informées et sont restées en stand-by, bien que ma cliente ait choisi de ne pas porter plainte à ce moment-là. Frel brancha la clé USB et regarda 30 secondes de l'extrait. Jenna illumina l'écran en couleur. Capuche relevée, yeux errants dans l'obscurité, tâtonnant avec la porte du coffre-fort. Maison tenta de s'opposer. Votre honneur, cela semble excessif. Frel leva la main. Non, ce qui est excessif, c'est quelqu'un qui essaie de rentrer dans une propriété qui ne lui appartient pas légalement pendant un divorce qu'elle a initié, tout en falsifiant un signalement aux services sociaux concernant le bien-être d'un enfant. C'est excessif. Le silence qui suivit fut nucléaire. À la fin de l'audience, la décision fut rapide et brutale.
Requête rejetée. Ordonnance restrictive en instance. Toute communication doit passer par un avocat. Jenna avait 48 heures pour soumettre une liste détaillée des biens qu'elle souhaitait récupérer sous la supervision d'un tiers. C'était fini. Pas le divorce. Cette partie prendrait du temps. Mais son pouvoir, son récit, était mort. Elle ne me regarda pas en sortant de la salle d'audience. Elle fixa le sol comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir. Dehors, Valérie me serra la main. « Vous avez bien fait, dit-elle. Mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. Pas d'une manière brisée. D'une manière propre, comme si le dernier poison s'était enfin écoulé. Je suis rentré chez moi, j'ai laissé ranger sortir dans le jardin, et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de respirer. Cela ne s'est pas terminé avec le coup de marteau du juge. Les gens pensent que lorsque vous gagnez une audience, le méchant se faufile dans l'ombre et le générique défile. Mais avec Jenna, il n'y avait pas de sortie propre, juste de la fumée, des miroirs et une dernière fléchette empoisonnée qui attendait dans l'obscurité. 40 heures après la décision du tribunal, j'ai reçu un appel de Kevin. J'étais à mi-chemin de la réparation de la porte de la clôture, toujours dans mon jean de travail, le soleil me piquant le cou, lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche. « Vous allez vouloir vous asseoir, » dit Kevin. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est de nouveau en contact avec Robert, son avocat. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle a également parlé à quelqu'un de votre bureau. Elle a péché quoi? Une histoire. Je n'ai pas compris au début. Puis Kevin a lâché le nom. Paige, ma collègue. La même femme que j'avais raccompagnée une fois chez elle quand sa batterie de voiture était tombée en panne. La même femme qui se trouvait maintenant au RH. Jenna l'avait contactée sous prétexte d'inquiétude. Elle disait qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle voulait s'assurer que j'étais traité équitablement. Elle ne se contentait pas de pécher. Elle plantait. J'ai appelé Ron le soir même. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré la chaîne de mai. Nous étions assis dans son bureau avec les stores à moitié baissés. Tous les deux malades de réaliser qu'elle avait essayé de transformer mon propre lieu de travail en banc des témoins. Elle voulait que je sois licencié parce que perdre au tribunal ne suffisait pas. Elle avait besoin de me ruiner. Mais il était trop tard. Ron, à son crédit, m'a soutenu complètement. Les RH étaient déjà suspicieux après le dernier signalement anonyme de Jenna. Paige avait transféré l'email pour examen. Et cette fois, il y avait une demande directe. Si Travis dit quelque chose qui semble instable ou si vous entendez quelque chose d'inquiétant, veuillez le documenter. Je collecte des informations pour me protéger au cas où les choses dégénéreraient. Collecter des informations comme si j'étais un criminel, comme si j'étais une grenade dégoupillée. Ron imprima l'email et me le tendit. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de fixer les mots. Et puis j'ai ri. Pas par humour, pas même par amertume, par incrédulité. Jenna était tellement sortie des rails. Elle ne voyait même plus les voies. Elle n'essayait pas seulement de survivre. Elle essayait de laisser des traces de griffes sur toutes les surfaces en s'enfonçant. Mais elle ne réalisait pas ce qu'elle avait réellement fait. Elle venait de me donner quelque chose d'inestimable. L'intention. Son message, son libellé, son contact continu avec un représentant juridique privé connu après que le juge a interdit la communication violait l'esprit, sinon la lettre, de la décision. Valérie a déposé une injonction dans les 24 heures. Au moment où Jenna a été de nouveau assignée, j'imagine qu'elle a eu l'impression de se faire frapper par un camion qu'elle n'a jamais vu venir. Et cette fois, je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Elle s'est présentée à la maison une dernière fois, escortée par un superviseur tiers, une femme nommée Marca, qui avait toute la chaleur d'une imprimante du DMV. Jenna n'a même pas établi de contact visuel pendant qu'elles emballaient ses affaires. Des vêtements, de vieilles photos, quelques héritages que je n'ai jamais touchés. C'est drôle, vraiment. Après toutes ces criailleries à propos de la maison, de ce qui était à elle, elle n'a pris que 2 cartons. Marcia m'a tendu la feuille d'inventaire. Jenna l'a signée d'une main raide. J'ai maintenu la porte ouverte. Alors qu'elle la franchissait, cette femme que j'appelais autrefois ma femme, la femme qui avait l'habitude de dormir sur ma poitrine et de tracer les taches de rousseur sur mon bras comme des constellations, elle s'est arrêtée. « Est-ce que tout cela était réel ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas cruelle cette fois. Juste calme.
Je n'ai pas répondu tout de suite parce que oui, c'était réel jadis. Mais l'amour meurt quand le respect est assassiné. Et elle l'avait poignardé encore et souriait en tordant le couteau. Alors, j'ai dit que ça l'était jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle tressaillit comme si cela lui faisait plus mal qu'une gifle, puis elle partit. Pas de drame, pas de cri final, juste le doux clic d'une porte qui se ferme. Rangé était allongé dans le couloir, me regardant. Il n'a pas aboyé. Il a juste cligné des yeux lentement comme s'il comprenait. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai contemplé la maison silencieuse. Pas de piège, pas de mensonges résonnant sur les murs. Pas de fausses excuses ni de promesses brisées pressées dans les meubles comme des taches de graisse. Juste du calme, le vrai. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier intitulé Final et je l'ai renommé. Jenna terminé. Mais il restait encore une chose à faire, et elle n'avait aucune idée que cela arrivait. C'est arrivé 2 semaines plus tard, enveloppé dans une enveloppe blanche propre avec son nom en relief sur le devant, formel, net, impossible à ignorer. À l'intérieur, il n'y avait aucune menace, aucune supplication, aucune insulte, juste la vérité. Une simple déclaration notariée, un chèque et une lettre finale de mon avocat, signée et scellée. Conformément à l'accord convenu, cela règle toutes les réclamations passées et futures. Mademoiselle Colin renonce à toute poursuite de propriété, de pension alimentaire ou d'appel. Quitus complet à effet immédiat. Les fonds inclus sont pour le remboursement de la thérapie comme demandé. Oui, elle a essayé de demander le remboursement de la thérapie pour les dommages émotionnels d'avoir été prise. Elle n'en a pas eu un centime, mais j'ai inclus autre chose dans cette enveloppe. Quelque chose à quoi elle ne s'attendrait pas. Le chèque était de $1. Juste un. Pas pour se moquer d'elle, mais pour la définir. C'est à ça que tout se résumait. Ses mensonges, sa trahison, le sabotage, les tentatives de me piéger, de me ruiner, de se faufiler à nouveau et à de nouvelles conditions, les mois de gaslighting et de tromperie, les histoires plantées, les cambriolages nocturnes, la fausse inquiétude pour mon travail. L'enfant inventé, cela valait $1, et ce dollar était certifié, traçable, encadrante, la preuve finale qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et j'ai joint une note écrite de ma main pour service rendu. Tu m'as appris ce qu'il ne faut plus jamais accepter. Pas de signature parce qu'elle n'avait pas besoin d'entendre Travis, l'homme qu'elle a épousé. Elle avait besoin d'entendre Travis, l'homme qu'elle a créé. Le même jour, j'ai fait une promenade dans le quartier. Les feuilles viraient alors, au rouge et à l'orange brûlé. Tout se défaisait, tout mourait pour pouvoir revenir plus fort. J'ai dépassé le restaurant. Mandy a fait signe de la fenêtre. J'ai dépassé la quincaillerie avec laquelle Ron m'avait aidé à choisir une nouvelle perceuse il y a 2 mois, juste avant que les choses ne se gâtent. J'ai dépassé la vieille église où nous nous étions mariés. Les portes étaient fermées à clé maintenant, barricadées pour des rénovations. La peinture s'écaillait sur les volets. Je l'ai fixée pendant 1 minute, je n'ai rien ressenti. De retour à la maison, j'ai ouvert le dernier fichier de Kevin. Il avait découvert que Robert Maison, son avocat, faisait l'objet d'une enquête discrète du barreau pour violation de l'éthique. Rien de criminel pour l'instant, mais brouillon, bâclé, plus important encore, il avait une conversation enregistrée où Jenna parlait de la nécessité de faire perdre son sang-froid à Travis juste une fois, juste assez. Kevin l'avait en audio. Nous n'en avions pas besoin au tribunal. J'avais déjà gagné, mais je l'ai gardé. J'ai étiqueté le fichier assurance au cas où. Ce soir-là, j'ai fait un feu dans le jardin. L'un de ces foyers en métal dont elle se plaignait toujours disait que la fumée s'imprégnait dans ses cheveux. J'ai jeté les dernières choses que j'avais sauvées de l'épave. L'invitation de mariage qu'elle a conçue, une photo imprimée de notre voyage sur la côte avec laquelle elle envoyait déjà des SMS à quelqu'un d'autre dans mon dos. Une copie de son premier signalement bidon aux services sociaux et le sweat à capuche rouge qu'elle portait la nuit où elle a cambriolé. Tout est monté en orange et en bleu, puis plus rien. Rangé était allongé à mes pieds. Les étoiles étaient sorties. Et je jure que je ne veux pas dire cela métaphoriquement. Je pouvais enfin m'entendre respirer. Une respiration complète et régulière sans accrochage au milieu. Pas de peur, pas de colère, pas de questions, pas de mensonges à démêler, juste de l'oxygène. Elle a essayé de transformer ma vie en une salle d'audience, un champ de bataille, un cimetière. Et d'une manière ou d'une autre, ce faisant, elle m'a remis la clé de la seule chose qu'elle n'ait jamais eue, la liberté.
Elle n'est pas venue par la vengeance, la fureur ou même la justice. Elle est venue quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de la battre. J'avais juste besoin de mettre fin à sa place dans mon histoire. Et je l'ai fait pour $1.